Je souhaiterais aujourd'hui qu'il y ait l'expression d'une révolte sociale en toute franchise. Vous souhaiterez que les grèves se multiplient, que les manifestations se multiplient et que la colère se traduise dans les faits. Je souhaiterais dans la rue, et que soient identifiés des adversaires, parce que vous savez, c'est pas comme si on était dans un pays où tout allait mal. Oui. Là, on vient de parler des plans sociaux, mais si on lit la presse économique, quand je lis les Échos, j'ai ça, moi. 48 toujours millions plus d'euros. haut, des ailes aux bourses mondiales, une pluie de record, le CAC 40 a pulvérisé son dernier record, les géants du CAC 40 ont généré plus de 145 millions d'euros de profit en 2023, etc., etc., etc. Donc ça va bien. Donc j'aimerais une colère sociale qui en effet se dise, mais bon sang, comment ça se fait que ceux qui ont tenu le pays debout, les ouvriers, les employés, sont aujourd'hui rationnés, tandis que ça se gave là-haut. Je souhaiterais cette colère sociale. Je pense pas qu'elle aura lieu. Je redoute que ça soit la résignation qui l'emporte. Les Français sont à même d'accepter une élite qui les dirige, si c'est une élite qui les protège. Mais depuis 40 ans, on n'a pas une élite qui les protège, on a au contraire une élite qui livre le pays, qui livre les meilleurs morceaux du pays. Pensez à nos fleurons industriels, Arcelor, Alstom, Alcatel, rien que pour Léa, mais on peut penser à Péchinet, on peut penser à plein d'autres groupes que nos élites, à la place de les protéger, ont livré au fonds de pension, ont livré à la mondialisation. Et donc, il y a un refus dans la durée d'une élite qui ne protège plus. Les élites qui nous dirigent sont aujourd'hui les personnes qui sont les plus déconnectées de l'ordinaire des Français. J'avais déjà écrit un livre sur Emmanuel Macron qui s'intitulait « Ce pays que tu ne connais pas ». Mais on a fait une classe de dirigeants médiatiques, politiques et pour partie économique qui aujourd'hui vivent dans une autre réalité, qui connaissent mieux parfois ce qui va pouvoir se passer à New York que ce qui va pouvoir se passer sur la zone industrielle en Picardie. La police de la République a été utilisée pour surveiller le petit journal Fakir et le journaliste indépendant que je suis. Est-ce que la police, et je suis convaincu que les policiers préféreraient se consacrer à la lutte contre les violences conjugales, à la répression de la délinquance financière, à la lutte contre le trafic de drogue, ou là, puisque c'est les hauts gradés des services de renseignement, à la lutte contre le terrorisme, plutôt que de perdre leur temps pour la protection personnelle de Bernard Arnault, qui risquait quoi? Une intervention lors d'une assemblée générale d'actionnaires. Enfin, jamais nous n'avons fait preuve de violence, vous voyez. Donc, comment ça se fait que quand on est la première fortune de France, on peut avoir la police de la République qui sert des intérêts privés? Comment on peut échapper à la justice, faire un gros chèque et avoir une justice d'exception? L'Europe ouverte à tous les vents mauvais de la mondialisation, ça suffit. Nous avons un choix. C'est soit on veut plus d'industrie chez nous, et on continue ce qui se fait depuis 40 ans. Et on signe tous les accords internationaux. On respecte les règles de l'Organisation mondiale du commerce en étant les seuls à la respecter. Soit on dit qu'on veut une industrie dans le pays, qu'on veut défendre nos entreprises, qu'on veut défendre nos emplois. Il faut aller peser, mais ça fait maintenant longtemps qu'on le raconte, hein. Il faut aller peser pour avoir des protections douanières, pour avoir des taxes aux frontières, pour avoir des quotas d'information de l'Europe. D'abord, si l'Europe n'est pas fichue de le faire, il y a des mesures qui peuvent être prises en France, type un Buy French Act ou des choses comme ça. Qu'a fait la France ? Quelles sont les sanctions qui ont été prises ? La France aurait pu reconnaître la Palestine. La France, comme membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, elle aurait pu demander un cessez-le-feu en son nom. En tant que membre de l'Union européenne, elle aurait pu demander la fin de l'accord commercial. Elle a demandé un cessez-le-feu avec les États-Unis à plusieurs reprises. Elle n'a pas déposé quelque chose en son nom, disant voilà, nous demandons un cessez-le-feu immédiat devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Sud Radio, l'invité politique. Jean-Jacques Bourdin. 8h35, notre invité François Ruffin. France-Israël, demain vous aimez le foot, vous adorez le foot, vous êtes comme moi. Vous regarderez le match ? Je serai en salle de cinéma au Quesnoy, du côté de Valenciennes, vous savez, en souvenir de Merci Patron, que j'avais tourné avec Marie-Hélène Bourlard. Et donc, je suis réinvité à aller sur ces terres pour présenter mon nouveau film. Donc, je ne serai pas devant ma télévision, ni au stade de France. Ni au stade. Vous y seriez allé ? Non. Peut-être, non. Vous savez que dès le 7 octobre de l'année dernière, dès qu'il y a eu les attaques sur les kibboutz israéliens, j'ai, avec force, dit que c'était des actes terroristes qui étaient commis par le Hamas et montré toute ma compassion évidente à l'égard des familles de victimes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? On a plus de 45 000 morts, qui sont en majorité des femmes et des enfants, des innocents. On a les hôpitaux qui sont détruits. On a des personnes qui sont opérées sans anesthésie. On a des millions de déplacés. On a une situation que l'ONU caractérise d'apocalyptique. Et qu'a fait la France ? La France aurait pu reconnaître la Palestine.
la France, comme membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, elle aurait pu demander un cessez-le-feu en son nom. En tant que membre de l'Union européenne, elle aurait pu demander la fin de l'accord commercial. Elle a demandé un cessez-le-feu avec l'inertie de la diplomatie française, et en fait du chef de la diplomatie française, qui est Emmanuel Macron, qui mène une politique à la godille, parce qu'un jour il dit que ce qui est fait par Benyamin Netanyahou relève de la barbarie, et que c'est pas par la barbarie qu'on mène à la civilisation, et le lendemain il continue à avoir des affaires courantes avec Israël. Alors... Ça concerne évidemment la France. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que l'Occident renvoie aux pays du Sud aujourd'hui ? Comment on va pouvoir continuer à être crédible dans les pays du Sud en leur parlant des droits humains, en leur parlant d'intervention humanitaire, quand cette tragédie se déroule à nos portes et que l'Occident, la France, l'Europe, les États-Unis laissent faire. Il faut qu'il y ait des protestations contre la politique de Benyamin Netanyahou, non seulement à Gaza, mais en Cisjordanie, mais maintenant au Liban, avec un embrasement généralisé de la région, et que du côté de la France, du côté de l'Union européenne, on dise non, on dit stop. Au-delà des interdictions de choses et d'autres, c'est qu'il y ait une politique claire de la diplomatie française. Et vous savez, pendant longtemps, de Jacques Chirac à François Mitterrand, on a su mener une politique à l'égard d'Israël et à l'égard de la Palestine qui était claire et qui nous permettait de nous faire entendre partout et qui faisait qu'on avait une voix forte de la France. Cette voix forte de la France, elle a disparu depuis 1 an. On n'entend rien, on n'entend que de la confusion. Donc je demande que la France et que l'Europe aient une voix forte pour s'opposer à la politique menée par Benyamin Netanyahou, qui nous rende crédibles aussi à l'égard des pays du Sud. Bien, François Ruffin, le budget, la partie recette a été rejetée, le texte est parti au Sénat, il va revenir, commission mixte paritaire, je vous vois soupirer, commission mixte paritaire, et que va-t-il se passer, ce qui était prévu au départ, c'est-à-dire 49.3 et motion de censure. Voilà, c'est écrit. François Ruffin, à quoi ont servi tous ces débats ? Écoutez, on est dans un imbroglio, un chaos. Vous dire que ce que a fait le président de la République le 9 juin au soir continue de peser. Et on avait déjà une instabilité sociale, une instabilité économique dans le pays, une instabilité budgétaire. Il y a rajouté de l'instabilité politique. Mais ce sont les Français qui ont voté. Non mais François Ruffin, qui ont créé l'instabilité politique. Non, c'est le président de la République qui a choisi de mener une dissolution improvisée, et en déclarant à cette époque-là, je vous le rappelle, qu'il jetait une grenade dans les pattes des partis. Il n'a pas jeté une grenade dans les pattes des partis, il l'a jeté dans les pattes du pays, dans les pattes de la démocratie. Et on voit aujourd'hui qu'on a une situation qui est complètement confuse, qui est en lambeaux, avec un espèce d'imbroglio auquel personne ne comprend rien. Alors, dans un premier temps, les députés à l'Assemblée nationale, nous avons posé pour qu'il y ait une taxe sur les super profits d'un côté. Nous avons, donc ça c'est pour que les gros payent plus gros et pour que les petits payent plus petits. Nous avons annulé la taxe de la hausse sur l'électricité. Bon, mais on voit très bien que tout ça est annulé par derrière avec le bloc central, on va dire, plus le Rassemblement national qui vient à son secours. Mais tout ça nous amène juste dans une situation de grande confusion où, à mon sens, sorti de l'Assemblée nationale, plus personne ne comprend rien. Bien, mais le budget sera adopté probablement avec 49.3 et motion de censure, nous verrons, vous voterez la motion de censure. Je voterai la motion de censure. Oui, qui va la déposer? J'en sais rien, on verra, on a encore quelques temps pour ça. Bon. Mais ça montre aussi, est-ce que ça ne montre pas aussi que la gauche était incapable de gouverner? Puisque ce budget a été construit par le NFP et que le NFP a recueilli combien? 192 voix à l'Assemblée. Comment auriez-vous pu gouverner? Vous demandiez Lucie Castet au pouvoir, je me souviens. Mais elle était incapable de gouverner, non? De toute façon, on peut dire que dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, on a une France qui est une Assemblée nationale qui, pour moi, représente une France découpée en 3 blocs et où il est bien difficile de gouverner dans cette situation-là. Maintenant, on va pas revenir, j'ai pas envie de revenir là-dessus, mais enfin, la force qui arrivait en tête, c'est quand même la gauche. Emmanuel Macron pouvait donner sa chance à une Lucie Castet à Matignon. 192 voix. Quitte à ce qu'à l'arrivée, on voit qu'on était incapable d'élargir le bloc que nous représentions. Mais avec LFI, comment auriez-vous élargi? Ça n'est pas Emmanuel Macron de comment auriez-vous élargi avec LFI? De censurer a priori. Eh ben, on aurait bien vu, d'accord, Monsieur Bourdin. On aurait bien vu maintenant. Est-ce que ça sert à quelque chose d'en parler au conditionnel passé? Bon, je veux dire, moi je viens ici, Monsieur Bourdin, avec sérieux. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Oui. Alors parlons des crises sociales. Bah oui. Alors parlons des crises sociales. Je vous dis le problème que nous, je vais vous faire le lien entre les deux. Allez. Nous sommes dans un temps de tempête. Et dans ce temps de tempête-là,
nous n'avons plus de capitaine et nous n'avons plus d'équipage. On a un bateau France qui part à volo. Voilà la situation dans laquelle le président de la République nous a mis. Il n'y a plus personne à bord. Et donc on va faire de la gestion à la petite semaine quand ça souffle fort. Vous voyez, quand on Alors, revient. quelles mesures prend-on quand ça souffle fort écoutez, je vais pour vous dire, sauver nos entreprises, par exemple, les PME, TPE. Je vais vous dire une chose simple sur l'industrie. Oui. Ça suffit, Monsieur Bourdin. On augmente les salaires? Non, mais ça suffit, Monsieur Bourdin. Oui. Ça suffit. Ce qu'on a vu pendant 40 ans, ça suffit. Je l'ai dit, je l'ai répété, ça suffit maintenant. L'Europe ouverte à tous les vents mauvais de la mondialisation, ça suffit. Maintenant, nous avons un choix. C'est soit on veut plus d'industrie chez nous, et on continue ce qui se fait depuis 40 ans, et on signe tous les accords internationaux, et on respecte les règles de l'Organisation mondiale du commerce en étant les seuls à la respecter. Soit on dit qu'on veut une industrie dans notre pays, qu'on veut défendre nos entreprises, qu'on veut défendre nos emplois. Comment fait-on seul pour défendre nos entreprises et pour avoir une industrie dans notre pays? Est-ce qu'il ne faut pas plus d'Europe? Plus d'Europe sociale, plus d'Europe économique. Il faut aller peser, mais ça fait maintenant longtemps qu'on le raconte, hein. Il faut aller peser pour avoir des protections douanières, pour avoir des taxes aux frontières, pour avoir des quotas d'information de l'Europe. D'abord, si l'Europe n'est pas fichue de le faire, il y a des mesures qui peuvent être prises en France, type un Buy French Act ou des choses comme ça. Mais maintenant, c'est plus possible. Vous savez, on a sauvé une boîte dans mon coin qui s'appelle Metex, qui fabrique des acides aminés, d'accord? C'est 2 fois plus cher qu'en Chine. Pourtant, ça pollue 5 fois moins qu'en Chine. Et qu'est-ce qui vient combler? Ça va être des dizaines de millions d'euros de subventions, objectivement, qui vont venir combler ça. Et c'est à peu près tout le secteur manufacturier, toute l'industrie qui est sous perfusion de la même manière, parce que, en étant ouvert à une Chine et, de l'autre côté, à des États-Unis qui, eux, pratiquent le protectionnisme, qui, eux, protègent leur industrie. Mais dites-moi, comment faites-vous, alors que l'énergie et la main-d'œuvre coûtent plus cher en Europe, et notamment en France, qu'ailleurs dans le monde? Comment faites-vous? C'est justement pour ça que mais ça, moi, c'est pas une découverte d'aujourd'hui. Non. J'ai écrit un livre qui réclamait du protectionnisme au début des années 2010. Oui. Donc, mais protectionnisme français ou européen? Écoutez, il faut le mettre en place au niveau européen. Aujourd'hui, par exemple, il faudrait qu'on ait une taxe sur le carbone importé. Qu'on se dise, bah voilà, tout ce qui est fait à partir de charbon dans les grands pays qui utilisent le charbon, et le premier pays à utiliser du charbon, c'est la Chine, et ben tout ce qui est importé de là-bas contient du charbon. Ça permettrait de résoudre possiblement 3 choses en même temps. 1, ça nous fait une protection industrielle. 2, ça fait qu'on comble un déficit budgétaire puisque ça ferait des ressources par les taxes aux frontières. 3, ça remettrait la question écologique puisqu'on a aujourd'hui une transition qui est en panne. Mais si jamais, et vous savez, ça a des conséquences politiques, c'est lié à ce qu'on se racontait précédemment. Comment? Ça fait 40 ans que ça dure. Vous savez, quand on regarde Michelin, chez moi, ça a été Continental, ça a été Goodyear, ça a été Bridgestone, rien que dans ma région. C'est toujours la même histoire qu'on laisse se recommencer. Oui, parce que les coûts d'énergie sont plus élevés ici, parce que le coût du travail, évidemment, il est plus élevé ici qu'en Chine. Et je vous dire, ça a des conséquences politiques. Pourquoi? Parce que les Français sont à même d'accepter une élite qui les dirige, si c'est une élite qui les protège. Mais depuis 40 ans, on n'a pas une élite qui les protège, on a au contraire une élite qui livre le pays, qui livre les meilleurs morceaux du pays. Pensez à nos fleurons industriels, Arcelor, Alstom, Alcatel, rien que pour Léa, mais on peut penser à Péchinet, on peut penser à plein d'autres groupes que nos élites, à la place de les protéger, ont livré au fonds de pension, ont livré à la mondialisation. Et donc, il y a un refus dans la durée d'une élite qui ne protège plus. Eh ben, il faut qu'on retrouve une élite qui protège. Vous savez, moi je viens de la région Picardie, c'est la région de la Grande Jacquerie qui s'est produite au Moyen-Âge. Vous savez pourquoi en 1358 se produit la Grande Jacquerie? Parce que 2 années auparavant, il y a eu la bataille de Poitiers. Et à la bataille de Poitiers, les soldats, les roturiers, ont vu les aristocrates, les nobles, fuir devant les Anglais. Mais ils se sont dit, mais si c'est ça, notre élite qui nous dirige, on va pas la respecter, puisqu'elle ne nous protège pas, elle ne nous sert pas de bouclier. Et donc, quand ils sont rentrés dans leur village, ils ont raconté que cette élite-là ne les protégeait pas, et ils se sont mis à brûler les châteaux. Est-ce que, selon vous, nous sommes au bord d'une révolte sociale dure? Non. Je crains que non.
Je souhaiterais aujourd'hui qu'il y ait l'expression d'une révolte sociale en toute franchise. Vous souhaiterez que les grèves se multiplient, que les manifestations se multiplient et que la colère se traduise dans les faits. Je souhaiterais dans la rue, et que soient identifiés des adversaires, parce que vous savez, c'est pas comme si on était dans un pays où tout allait mal. Oui. Là, on vient de parler des plans sociaux, mais si on lit la presse économique, quand je lis les Échos, j'ai ça, moi. 48 toujours millions plus d'euros. haut, des ailes aux bourses mondiales, une pluie de record, le CAC 40 a pulvérisé son dernier record. Les géants du CAC 40 ont généré plus de 145 millions d'euros de profit en 2023, etc., etc., etc. Donc ça va bien. Donc j'aimerais une colère sociale qui en effet se dise, mais bon sang, comment ça se fait que ceux qui ont tenu le pays debout, les ouvriers, les employés, sont aujourd'hui rationnés, tandis que ça se gave là-haut. Je souhaiterais cette colère sociale. Je pense pas qu'elle aura lieu. Je redoute que ça soit la résignation qui l'emporte. Mais il y aura une autre traduction. C'est une colère politique. C'est une colère politique froide et qui se dessine dans la durée. Cette colère politique qui a bénéficié au Rassemblement national, au départ, qui commence à être vue par la gauche. C'est vrai qu'LFI l'a un peu oublié, vous l'avez dit vous-même, François Ruffin. Ce sera l'axe de votre programme pour la présidentielle? Écoutez, on n'est pas à la présidentielle. On n'est pas, mais vous y pensez. Vous l'avez dit, d'ailleurs. Dire qu'il faut, vous savez... Je ne cache rien. Ces propos, moi, je peux même m'appuyer sur des propos du président de la République pendant la crise Covid. Vous savez, quand il disait, il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes, que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Voilà, les travailleurs de la deuxième ligne, à qui on avait promis reconnaissance et rémunération, qui n'ont le droit qu'à l'inflation. Votre discours. Ça a toujours été votre discours. Ce sera le discours que vous porterez en 2027. Ça sera le discours, c'est le discours que je porte maintenant depuis quasiment 20 ans, même avant d'être député. Ça sera le discours que je porterai dans les années à venir, et ça sera le discours que je porterai encore pour très longtemps. Mais même quand le président de la République disait déléguer notre alimentation, notre protection, notre santé, notre cadre de vie à d'autres est une folie. Eh bien oui, on est dans un régime de folie, la folie du libre-échange. Je serai l'une des voix qui viendra réclamer, qui réclame avec force et avec constance qu'on sorte de cette folie-là. Et je dis pas que ça se fait en claquant des doigts. Je dis pas que les choses sont simples. Et il s'agit pas de passer du tout à l'autarcie d'un côté. Mais il nous faut de la régulation. Il nous faut de la régulation des échanges internationaux. François Ruffin, vous avez assigné LVMH en justice. Vous réclamez un euro symbolique pour avoir été espionné pendant le tournage de votre film Merci Patron. Bernard Squarcini, qui est l'ancien directeur central du renseignement intérieur, comparaît pour plusieurs infractions. Il vous espionnait. Ah oui, c'est sûr. Il est prouvé que Bernard Squarcini et l'autre Bernard reçu, Bernard Arnault, il y a eu des gens qui ont été envoyés pour fouiller les poubelles de Fakir, pour me surveiller, pour avoir un trombinoscope, pour relever les plaques minéralogiques, pour avoir les adresses de tout le monde. Ça va être établi, donc c'est déjà dans les documents de la justice, mais ça va être montré au grand jour lors des audiences qui auront lieu devant le tribunal de Paris. Qu'il soit condamné et que... D'abord, vous savez, vous imaginez si ça avait été l'inverse. Vous imaginez si c'était moi qui avait fait filer Bernard Arnault, qui avait relevé ses plaques minéralogiques, qui avait surveillé son emploi du temps, qui avait installé une top, parce qu'ils ont quand même installé une top à l'intérieur de notre rédaction, mais aussi qui avait utilisé la police de la République. La police de la République a été utilisée pour surveiller le petit journal Fakir et le journaliste indépendant que je suis. Est-ce que la police, et je suis convaincu que les policiers préféreraient se consacrer à la lutte contre les violences conjugales, à la répression de la délinquance financière, à la lutte contre le trafic de drogue, ou là, puisque c'est les hauts gradés des services de renseignement, à la lutte contre le terrorisme, plutôt que de perdre leur temps pour la protection personnelle de Bernard Arnault, qui risquait quoi? Une intervention lors d'une assemblée générale d'actionnaires. Enfin, jamais nous n'avons fait preuve de violence, vous voyez. Donc, comment ça se fait que, quand on est la première fortune de France, on peut avoir la police de la République qui sert des intérêts privés? Comment on peut échapper à la justice, faire un gros chèque et avoir une justice d'exception? Je termine avec votre dernier film, Au boulot. Je l'ai vu. Est-ce que vous avez voulu mettre en avant, évidemment, toutes celles et ceux qui travaillent au SMIC ou autour du SMIC, qui ont des difficultés au quotidien. Ils sont très émouvants, d'ailleurs, dans votre film. Mais est-ce que vous avez voulu ridiculiser Sarah Saldman, qui est l'actrice principale, parce que elle est d'un ridicule absolu dans ce film, bête et méprisante. Chacun peut... Non, mais moi, je vous dis ce que je pense, moi. Allez-y, mais c'est pas l'objet. Je veux vous demander, monsieur Bourdin, est-ce que vous avez ri?
J'ai ri parfois, oui. Bon, Oui, parfois j'ai ri, oui. Moi, j'espère... Parfois j'ai ri devant la bêtise, oui. Non, j'espère que oui. ce film procure déjà des rires et des larmes, vous voyez, procure de l'émotion, parce que dans les temps de morosité, de dépression, je pense que le mot qui caractérise le mieux la France aujourd'hui, c'est la dépression. Dans les temps de dépression que nous vivons, eh ben, remettre du rire, remettre de la joie, c'est déjà pour moi un acte politique. Vous regrettez de l'avoir mobilisé pour ce film? Non, je pense qu'elle fait actrice principale avec vous. Elle fait le sel du film en un sens. Pourquoi? Parce que il est sûr que en comparaison, les gens ordinaires apparaissent comme extraordinaires. Alors Sarah Salman, beaucoup ne la connaissent pas et c'est heureux, mais c'est une jeune femme qui est très riche et qui tout à coup découvre la vie des personnes de tous les jours, qui ne comprend pas comment on peut livrer un colis, comment on peut aider une personne âgée, mais c'est hallucinant de comment peut-on être si loin de la réalité du quotidien des gens. Vous savez, j'avais écrit Pourquoi un livre. Parce que les milliardaires sont tous comme ça. D'abord, je doute qu'elle soit milliardaire. Hein, oui, donc, voilà, bon, donc pas milliardaire, je pense que nous avons un problème aujourd'hui, c'est que les élites qui nous dirigent sont aujourd'hui les personnes qui sont les plus déconnectées de l'ordinaire des Français. J'avais déjà écrit un livre sur Emmanuel Macron qui s'intitulait « Ce pays que tu ne connais pas ». Mais on a fait une classe de dirigeants médiatiques, politiques et pour partie économiques qui aujourd'hui vivent dans une autre réalité, qui connaissent mieux parfois ce qui va pouvoir se passer à New York que ce qui va pouvoir se passer sur la zone industrielle en Picardie. Et je crains que pour partie Sarah Salman soit à l'image d'une élite qui s'est déconnectée que ça. Et qui, vous savez, s'il y avait des gens déconnectés, c'est pas si grave que ça, mais qui donnent des leçons aux Français ordinaires depuis la hauteur des plateaux télé. Et donc moi je lui reconnais ce courage d'être descendu de son piédestal et d'avoir été parlé d'égal à égal avec avec les salariés de l'industrie agroalimentaire, avec les auxiliaires de vie, avec les livreurs, avec les poseurs de fibres optiques, c'est-à-dire avec tous ceux ils comptent parmi vos auditeurs. Mais les acteurs principaux de ce film, effectivement, ce sont les travailleurs, ce sont ceux qui tiennent le pays debout. Mais elle, vous l'avez payée? Non. Vous savez, dans le cinéma documentaire, il y a une interdiction, Monsieur Bourdin, de verser 1 euro à part le maquillage, salaire. Quoi. Oui, voilà, le maquillage, le café au bistrot, tout ça, ok. Oui, mais en revanche, il y a une interdiction. Et le croque-monsieur à 54 € au Plaza, qui a payé? Il a été payé. Voilà, il a été payé par la production. En effet, mais c'est sûr que quand on dit aux gens, mais vous savez, le problème qu'on a, c'est qu'on a aujourd'hui deux invisibles. Il y a un invisible d'en bas, les travailleurs que j'ai lancé, mais il y a un invisible d'en haut. C'est-à-dire quand je dis 150 milliards d'euros de dividendes, qu'est-ce que ça signifie? Où est-ce qu'ils partent? Vous voyez, ça n'est pas vu. Eh ben, il faut le rendre visible. Alors oui, c'est un sac à 20 000 €, c'est un croque-monsieur à 3 000 €, c'est un niveau de vie que les gens n'imaginent pas, quoi. Eh bien, merci de défendre. Là, je vous rejoins. On n'est pas d'accord sur tout, mais là, je vous rejoins. Merci de défendre celles et ceux qui travaillent au quotidien et qui en bavent au quotidien. Merci, François. Merci à vous et merci à eux et à elles. Il est 8h56.